Et parlons des entreprises et des messages, des signaux envoyés par les entreprises et leurs dirigeants ces derniers jours avec Arnaud Morel à mes côtés en plateau pour cette discussion de marché, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour Arnaud. Oui, je suis frappé parce que c'est vrai que les warnings s'allument, c'est un peu comme ça que je présente les choses, mais voilà, je suis encore frappé du double warning d'un groupe comme Target aux États-Unis, dans le monde de la grande distribution, au plus proche du consommateur américain. Le warning il y a 3 semaines était déjà un premier coup de semonce. 3 semaines plus tard, Target est contraint d'abaisser à nouveau ses objectifs de marge, ce qui montre, alors sans en faire un pari macro sur l'idée d'une récession immédiate aux États-Unis, mais ce qui montre quand même les difficultés opérationnelles que rencontrent à ce stade certains groupes face à un consommateur qui est en train de modifier peut-être ses dépenses de consommation. Oui, tout à fait. Enfin, ces communications faites par les CEO des entreprises, avec quand même des warnings importants sur toute la partie retailers américains. On a eu Walmart, Best Buy et bien sûr Target avec ce double warning. La question aujourd'hui à se poser, c'est vraiment sur la partie stock et ce changement de consommation de la part de la population. Des points importants et qui est un peu différent de ce qui se passe en zone économique européenne. On le voit aujourd'hui, c'est les taux d'épargne qui avaient explosé aux États-Unis suite au Covid. Là, aujourd'hui, on voit qu'ils sont redescendus sur les niveaux de 2008. Donc ça aussi. Ensuite, on a les crédits à la consommation qui repartent à la hausse de façon importante. Ouais. Donc, il y a ces sujets-là. Le deuxième point, est-ce que les entreprises aussi n'ont pas trop stocké en amont et pour réguler, on va dire, les taux d'inflation sur les matières premières et les produits qui en découlent. Donc, l'approche est celle-ci. Après, Target, c'est un cas bien spécifique, notamment sur la partie promotion qui a été mise en place sur le T2 avec des stocks importants. La lecture est assez simple. Vous avez une augmentation des stocks sur le T2 de 43%. Ils abaissent donc sur le T2 leur marge d'EBIT, ils la divisent par 2. Donc voilà, c'est comment se positionne aujourd'hui le consommateur américain. Et ça, c'est autre chose. En zone économique européenne, je pense que les niveaux d'épargne, on le voit, sont encore assez importants. On a les crédits à la conso qui ne repartent pas de façon importante. Le consommateur européen, et on le voit aujourd'hui boursièrement, en tout cas sur certains secteurs, on le voit sur tout ce qui est reopening, avec le loisir, voyage, hôtellerie, c'est des secteurs qui explosent quand même en bourse. Donc il y avait des valorisations certes très attractives. On pense aujourd'hui, et on s'était positionné sur ces thèmes-là, pourquoi ? Parce qu'on se disait, après tout ce qu'on a vécu sur les dernières années de confinement, on a envie de se faire plaisir, on retourne, on va dire, au comportement hédoniste, des consommateurs. Donc ça, c'est des points importants à souligner. Après, est-ce qu'on va avoir les mêmes choses dans les communications sur des Carrefour qui a pâti indirectement en performance boursière? J'en suis pas convaincu à ce stade-là. Après, on va voir comment. Le consommateur européen finalement est pas encore, ne fait pas encore face aux mêmes arbitrages contraints, forcés que le consommateur américain. On l'a vu dans les spectres d'inflation, on était en retard. Aujourd'hui, il y a un décalage, donc ça c'est toujours mécanique. La question, c'est en septembre, comment cela va-t-il se passer après l'été ? Et là, on va avoir vraiment le verdict, je pense, sur le comportement du consommateur face à un ralentissement économique et une inflation qui est explosive. Et surtout avec un pic d'inflation qui n'est pas forcément peut-être atteint en zone économique européenne. On le voit, un baril de pétrole avec la réouverture de la Chine qui est repassé au-dessous des $120 et qui, malgré cela, s'était maintenu entre 110 et 120. Donc, beaucoup de problématiques et surtout en amont de l'arrivée de l'hiver. Et vous savez ce qui se passe, notamment sur les prix du gaz. Ouais. Et ça va être beaucoup de choses à gérer. Ce qui est intéressant aussi, alors on parle beaucoup de Target, mais les autres warnings un peu emblématiques que vous avez cités, Walmart ou d'autres, ont généré des réactions de marché très négatives. C'est-à-dire que malgré le pessimisme ambiant, malgré la conscience un peu générale des problèmes auxquels on fait face, il y a encore peut-être dans le prix des cours de bourse ou dans la valorisation de certains groupes, il y a peut-être encore un peu trop de complaisance. Est-ce qu'on peut imaginer que les publications de résultats du deuxième trimestre, donc qui vont être très concentrées là sur quelques jours, quelques semaines, autour du 15 juillet, c'est toujours là, voilà, c'est avant les vacances, le sprint final pour les investisseurs. Est-ce qu'on peut imaginer que cette période de publication permettra de nettoyer un petit peu
ces questions, ces sujets? C'est un sujet, surtout c'est un des sujets principaux, parce qu'aujourd'hui on a un marché qui est en attente de bonnes nouvelles, et ça va être la micro, comme ça a été le cas peut-être sur les 2 derniers trimestres. Par contre, nous, on est très attentifs et on fait très attention. On pense que la période va être sujette à de nombreux profit warnings des Ouais. sociétés. Clairement, sur le même modèle de ce qui s'est passé aux États-Unis, on a vu que ça n'a pas bougé à l'heure actuelle. On voit les attentes de croissance de BPA sur l'Eurostock 50, donc l'indice large européen de la zone économique européenne. On a 15% de croissance d'IPS. Je regardais, on a encore eu des révisions sur 1 mois, 3 mois. Certes légères, mais on continue à avoir des croissances d'IPS. Des révisions à la hausse. Hein. Exactement, Oui, on a 15% et on a 5% sur 2023. Et en regardant un petit peu, oui, on peut se dire, bon, il y a certains secteurs, l'énergie, metal and mining, principalement, qui font bondir, puisqu'ils ont des croissances d'IPS compris entre 50 et 80%. On prend l'exemple du oil and gas dans le secteur Eurostock 50, c'est 6%. 6%, si on dit 50% de croissance d'IPS, qui est à peu près le cas, en retraite, ça fait 3%, on attend quand même 12% de croissance d'IPS, on va dire, sur des industriels et du loisir. Donc il y a, oui, beaucoup de sujets. Il faut être très attentif à ce qui va se passer et au message qui sera donné. On rappelle, sur les publications du T1, les publications étaient quand même de très bonne facture, avec des marges qui se maintenaient, qui étaient au pic, mais des comportements boursiers qui n'étaient pas salvateurs, ou c'était pas du tout salué boursièrement. Non. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Oui, et de ce point de vue-là, alors une industrie emblématique du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est l'industrie des semi-conducteurs. Bon, les résultats de ce point de vue-là ont encore été évidemment très très bons. Sauf qu'en Europe, le segment semi-conducteur, il est en baisse de 20-25% depuis le 1er janvier. Comme si le marché anticipait quand même que l'enthousiasme, en tout cas que le déséquilibre intense entre l'offre et la demande allait se calmer. On voit d'ailleurs sur certains segments de semi-conducteurs des stocks qui sont en train de se recomposer. C'est-à-dire qu'on a une production là sur certaines parties qui arrive à rattraper la demande. Exactement. Et aujourd'hui sur les semis, on reprend un petit peu c'est le secteur technologique et d'autant plus les semi-conducteurs. Il y a encore 5 ans, c'était ce qui était considéré comme un secteur less cyclical. Ouais. Aujourd'hui, c'est il fallait les avoir pendant 1 an, il fallait les vendre pendant 2 ans. Exactement. Maintenant, c'est un secteur cyclique. Au vu de la performance, de la composition aujourd'hui dans le tissu industriel de notre quotidien, c'est une tendance structurelle. Et c'est devenu cyclique. Donc aujourd'hui, pourquoi on voit les acteurs qui ne rebondissent pas forcément, justement avec la réouverture de la Chine? Vous avez ces restockages avec une amélioration, on va dire, des chaînes d'approvisionnement. Ouais. Et vous avez aussi ce sentiment, ce ralentissement économique qui a été validé quand même par des grands organismes comme l'OCDE, pas plus tard hier. Est-ce que ça donne envie aujourd'hui, malgré la baisse, comme vous l'avez dit, de 15-20% en zone économique européenne, de 20-25% aux États-Unis, de revenir sur des acteurs? On va dire qu'on les maintient dans nos portefeuilles pour les raisons que je vous ai dit, structurellement intéressants et porteurs pour du moyen long terme. Aujourd'hui, revenir sur une société comme Nvidia aux États-Unis qui se paye encore 40 fois et qui est revenue sur sa moyenne historique de 5 ans, et quand on n'oublie pas le parcours boursier qui a fait x5 sur les 5 dernières années, la même chose pour ASML qui se paye à 30 fois sur sa moyenne historique, mais qui a fait x5. Donc, comme vous le dites, s'il y a une révision des BPA à l'intérieur, ce n'est pas forcément le moment opportun pour revenir sur ces valeurs-là. A contrario, si vous pensez que ça va bien se passer, que ça va être un atterrissage plus qu'en douceur, oui, ça peut être opportun. Là aussi, il faut être assez fin dans l'analyse, parce que les semi-conducteurs adressent un ensemble d'industries très très large. Ça va du gadget électronique aux composants clés de la voiture électrique de demain. Donc tous les acteurs ne sont pas positionnés de la même manière. Exactement. Nous, un acteur qu'on aime, c'est une question de valorisation aussi. Le marché la traite aussi très très bien. Elle est à moins 14 depuis le début de l'année, donc en relatif et en absolu, elle est très bonne. C'est STM Electronics. Ouais. Et comme vous l'avez souligné, c'est 25% de son business avec le secteur automobile, avec toutes les annonces qui ont été faites, d'autant plus et validées ce matin. Donc c'est un secteur qui nous semble porteur d'investir sur du STM Electronics. Donc oui, fin des moteurs thermiques 2035 en zone euro. Je comprends le play ST Micro sur la partie semi-conducteur. Est-ce que pour autant, ça donne envie de s'intéresser aux constructeurs automobiles Toujours, c'est un vaste débat, mais après, il faut toujours regarder ce que le marché pense et comment il le gère. Aujourd'hui, on le voit, le secteur automobile tient bien. Ouais. Et on a des valorisations qui sont très très basses. Stellantis, c'est 3 fois. Renault, c'est 4 fois. Les constructeurs premium allemands, c'est entre 6 et 8 fois. Mercedes, c'est positif depuis le début de l'année ou juste positif depuis le début de l'année. Donc, il faut toujours avoir la lecture de ce qui se passe sur le marché.
Et quand on voit le secteur automobile qui se tient bien en amont aujourd'hui, peut-être d'un ralentissement plus ou moins fort de l'économie, oui, on est investi dans le secteur automobile sur plusieurs secteurs. On a du premium et on est positionné voilà, sur du véhicule de masse et notamment sur des dossiers comme Stellantis ou Renault. Là aussi, il y a une production à rattraper quand même. Exactement. Pour rejoindre la demande qui reste là. Enfin, les carnets de commandes. 82 millions de véhicules construits en 2022. En tout cas, c'est les anticipations. Donc, on est en croissance par rapport à l'année 21. Bon, et puis dans ce contexte, c'est ce que je disais en introduction, il y a des entreprises qui se projettent au-delà du prochain trimestre. Pernod tenait une journée investisseur hier. Kering, en ce moment, réunit également les analystes et les investisseurs. Je trouve intéressant la vision de Kering sur, alors non pas sa marque phare, Gucci, mais sa future méga brand. Yves Saint Laurent, c'est une marque évidemment qu'il travaille depuis longtemps, mais ça y est, qui a désormais le potentiel pour être une marque, une méga brand, comme on dit dans le monde du luxe. Alors, très intéressant. Yves Saint Laurent, la communication, on reprend publication du premier trimestre. Yves Saint Laurent, en termes de croissance organique, ils avaient énormément bien surpris. On attendait 26, on avait 33-34% de croissance organique. Gucci avait déçu. On ne va pas revenir sur le sujet. Aujourd'hui, la présentation, c'est une journée de CMD sur Yves Saint Laurent. Déjà, ça, c'est une première. C'est ça. Et on parle d'Yves Saint Laurent avant Gucci. Exactement. On commence par Yves Saint Laurent. Donc voilà, c'est peut-être, on va dire, l'avant du modèle de ce qui s'est passé sur LVMH avec, on va dire, l'avènement d'un groupe comme Christian Dior, une branche comme Christian Dior. Doublement du chiffre d'affaires à moyen terme, c'est-à-dire on passe de 2,5 à 5 milliards. Ça veut dire aussi des points de marge pour revenir, on va dire, dans les standards du groupe Kering. On a 26 pour revenir sur du 33. On revient sur les tendances structurelles du groupe Kering. Donc ça aussi, c'est un levier pour les prochaines années. Et on reprend la construction du modèle qui est celui d'LVMH. Donc oui, ça nous a plu. Et point intéressant aussi, on n'avait pas en tout cas de communication jusque-là sur les niveaux de marge du groupe Yves Saint Laurent. Ça y est, on les connaît et voilà, c'est des points importants. Donc ça montre vraiment le changement de tendance, l'avènement. C'est moins de 30% aujourd'hui, c'est ça? C'est 28%. Ouais, 28. Première étape, 30. Et Gucci est à 38. Exactement. Et le groupe est à 33. Voilà, exactement. Et c'est 5 points de marge à moyen terme de gain sur Yves Saint Laurent. Donc c'est appréciable et surtout... un groupe Kering aussi intéressant, réouverture, très exposé à la Chine, ils ont fortement souffert. Donc on attend fortement ce qui va être annoncé aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud, merci pour ce petit tour d'horizon microéconomique avec les dernières communications d'entreprise que les investisseurs ont pu recevoir ces derniers jours. Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Premier Part Asset Management, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.